Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de septembre du coup. J'ai encore changé de fond parce que je sais pas où me mettre dans mon appart pour faire des vidéos en essayant d'entendre le moins possible le train qui passe non loin de chez moi. Donc écoute, on va expérimenter, ça va changer de fond assez souvent je pense, le temps que je trouve ce qui me convient le mieux. Bref, du coup, bilan culturel. Donc, on va commencer par les livres, je te les mets sur le côté comme ça. C'est plus simple pour moi pour le regarder en même temps pendant que je te parle, parce que j'ai besoin d'avoir un appui visuel quand je dis des choses. Bref, donc j'ai lu Harry Potter, le grand atlas, la magie au cinéma, et on se demande pourquoi j'ai dû lire ça. Alors à la base, je l'ai acheté d'occasion parce que Harry Potter c'est une saga que j'aime beaucoup et je voulais vraiment avoir un livre des éditions, donc c'est Again et Manin, je suppose que ça se prononce comme ça, qui font des livres magnifiques sur la saga Harry Potter. Ils sont sortis depuis un moment, moi de toute façon j'arrive toujours en retard pour ce qui est des livres, et qui en gros va te parler de tous les behind the scenes, en gros de l'univers des films, de tout ce qui a été fait, de pourquoi choisir tel décor pour telle salle, pourquoi choisir tel décor pour tel lieu, etc. etc. Donc il y en a plein d'autres sur les créatures dans Harry Potter, ce genre de choses, il y a plein de thèmes. Moi donc j'ai préféré celui-là parce que pour ma vidéo c'était plus pratique et pour mon plaisir personnel je trouvais que ça avait l'air d'être le plus complet, donc ma foi. Donc en gros là par exemple tu vois c'est découpé par lieu, donc t'as le chemin de traverse, la gare de King Cross, Poudlard, Préolard, le domaine de Poudlard, les classes et les bureaux dans Poudlard, ministère de la magie, etc. etc. Il y a d'autres lieux. Et la mise en page est très fun. Enfin, si t'aimes pas trop lire, c'est très accessible parce que y a beaucoup d'images pour illustrer ce qui est dit. Ça donne des informations assez intéressantes, c'est toujours voilà, marrant d'avoir des petits détails en plus sur la saga. Au niveau du prix, c'était... Alors moi je l'ai eu d'occasion, je sais plus à combien d'ailleurs, mais le prix plein pot, il est à 40 balles. Donc essaye de voir si t'en trouves pas d'occasion. Alors moi le mien, tu vois, sur les côtés il est un petit peu abîmé, mais c'est rien de bien méchant ou de trop grave. Donc bon, ma foi. Ensuite j'ai lu, enfin évidemment sous la vidéo du coup d'analyse des œuvres d'art cachées dans Harry Potter, si tu ne l'as pas vu, petit lien dans le i, c'est un projet qui m'a fait vraiment plaisir à réaliser, genre j'étais grave contente de le faire. Bref, du coup j'ai dû lire un certain nombre d'articles, de livres, etc. Donc tu pourras les retrouver directement en barre d'infos parce que je cite toujours mes sources, enfin ça c'est un bail d'universitaire, mais c'est aussi pour que toi si tu veux voir si je dis pas des bêtises par exemple, ou si tu veux approfondir tes connaissances sur les sujets que j'ai abordés, comme ça t'as toutes les références. Donc du coup j'ai lu toutes ces différentes choses qui étaient très intéressantes. Donc ma foi je te laisse aller voir ça si tu veux en savoir plus sur certaines œuvres d'art. Au niveau des livres c'est tout. Et donc on va parler expo, donc je suis allée voir l'exposition sur Tissot à Orsay. Alors avant tout je te conseillerais d'aller voir la vidéo de Loïc Prigent qui a filmé un peu les coulisses de l'installation de l'exposition, et je trouve ça très intéressant de voir voilà comment s'installe une exposition, surtout bon voilà quand on n'est pas trop dans le milieu de l'art, on sait pas trop comment ça fonctionne, et c'était très intéressant parce qu'il y avait aussi les conservateurs qui parlaient de pourquoi du comment ils ont fait cette expo, et qui parlaient aussi un petit peu de scénographie, donc c'était assez intéressant à écouter. Donc voilà, je te conseille déjà de voir cette vidéo. Pour ce qui est de l'exposition, en fait je suis assez mitigée parce que en ce moment, je sais pas si c'est juste moi ou un bail juste d'enfant blasé, mais en ce moment les expos m'ennuient beaucoup parce que forcément les scénographies c'est toujours les mêmes et il y a des
codes, tu vois, dans les scénographies, dans les musées, etc., qui font que forcément ça sera pas des trucs très révolutionnaires. Mais bon, les œuvres, je suis toujours contente de les voir, il n'y a pas de souci, mais c'est le autour qui m'ennuie énormément, que ça soit la médiation, la scénographie ou le propos tenu, ça m'ennuie fortement en ce moment, donc je sais pas pourquoi, en ce moment je suis très blasée des expositions. Donc je t'avoue que là, les retours que je vais te faire sont pas forcément hyper positifs, mais pas non plus négatifs, je suis juste blasée en fait sur ça. Je pense d'ailleurs que je vais essayer de me trouver une petite bibliographie sur scénographie, mise en place d'expositions, etc. parce que j'ai vraiment envie de me renseigner sur ces sujets et pour essayer de comprendre pourquoi en France on présente les expositions de cette façon, quels sont les codes, etc. parce que j'aimerais comprendre pourquoi ça me saoule et ça me blase et peut-être à mon échelle voir ce qui pourrait me plaire plus parce que je sais même pas ce qui pourrait me plaire, tu vois, tellement ça me blase un peu quoi. Bref, parenthèse finie, pour l'exposition Tissot, donc les œuvres présentées étaient magnifique, j'étais très contente de voir du Tissot, surtout que forcément le chapitre japonisme sur Tissot, je te mets des œuvres juste à côté parce que ça se trouve tu connais pas Tissot, je suis bête, mais du coup Tissot a eu une phase japonisante et moi forcément c'est des trucs qui me parlent et donc très contente de voir ses œuvres en vrai. C'était une expo quand même assez intéressante où il y avait quand même un certain nombre d'informations qui étaient données pour te guider. Le gros souci c'est qu'à Orsay il y a toujours trop de monde dans les expos et moi ça m'angoisse très vite et pour moi c'est pas possible et généralement c'est des expos que je fais en 2 secondes parce que c'est oppressant et les gens ça me saoule. Franchement j'ai peut-être des tendances associables. Bref, mais quand t'es en expo, tu veux juste être tranquille et voir des œuvres et être dans ton cocon et ta zone de confort et que t'as 36 milliards de gens qui sont à côté de toi, que tu peux pas circuler comme tu le veux et que t'es obligé de passer des salles parce qu'il y a trop de monde et que ça devient trop oppressant. Bon, forcément mon expérience d'expo elle est pas géniale, d'autant plus que comme je te l'ai dit en ce moment les expos et moi on n'est pas très copains parce que là je sais pas, ça me blase les expos en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je vais étudier la question avec moi-même, mais voilà. Olé. Et après, autre chose, c'est dans les cartels, parfois il y a certaines connaissances qui sont... qui pour le musée d'Orsay, pour les conservateurs et pour des gens qui sont avertis en histoire de l'art, sont évidentes. Par exemple, les salons. Moi je te parle de salon à des collègues de promo, forcément tout le monde sait ce que c'est un salon avec un grand S majuscule, mais si tu parles à un grand public qui n'y connaît rien en art, ils savent toujours pas ce que c'est un salon, même si Orsay fait plein d'expos et on a déjà parlé plusieurs fois. Une personne qui vient pour la première fois dans cette expo et qui voit le mot salon avec un S majuscule, il sait pas forcément ce que c'est. Et je trouve ça dommage que les cartels s'adressent... Enfin, en fait, à la fois, ils essayent de s'adresser au grand public, mais il y a quelques petits éléments où tu vois que c'est considéré comme acquis, mais ça l'est pas pour tout le monde, en fait. Bref, c'était une réflexion que j'avais eue où je me suis dit « Ah, ils font pas une petite astérix ou juste un petit salon de points, pour expliquer un peu ce que c'est, parce que effectivement, le public d'Orsay est... le plus souvent un public averti, mais il y a aussi par exemple pas mal d'étrangers qui viennent, même si bon, en ce moment non, et qui s'y connaissent pas forcément sur l'histoire de la France, sur l'histoire des institutions françaises et des salons français, ils savent pas ce que c'est, donc voilà, il y avait quelques petits détails où je trouvais ça dommage. Bon, globalement, moi non plus, je t'ai pas dit ce qu'était un salon, enfin ce qu'on appelle le salon. Donc ma foi, si tu comptes aller faire des expositions qui vont aborder ce sujet, au moins si t'écoutes ça, tu seras un peu moins perdu si tu sais pas du tout ce que c'est qu'un salon. Donc en fait, on appelle ça salon avec un S majuscule, mais en fait c'est une exposition de peinture et de sculpture qui avait lieu au Louvre. Et la première c'est en 1648 et la dernière en 1880.
Et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important comme événement parce que ça permettait aux artistes, après que la commission ait accepté leur œuvre, d'être exposés aux yeux... alors, ça dépend des époques, parce que tu l'auras compris, entre 1648 et 1880, il y a quand même eu des changements, mais ça permettait d'être vu par un certain nombre de personnes, mais surtout par des mécènes importants et par des gens qui faisaient partie de l'État, et ça te permettait voilà, d'avoir une visibilité, de présenter des œuvres, de te montrer en tant qu'artiste. Et au sein de ce salon, il y avait une remise de prix qui te permettait ensuite d'avoir une meilleure exposition, de gagner un peu de sous et d'obtenir en fait des commandes officielles et d'être reconnu aussi en tant qu'artiste. Donc en plus d'être un événement crucial au niveau culturel, c'est aussi très important pour l'économie l'économie de l'art à l'époque. Et du coup voilà, c'était quand même un événement hyper important quand tu étais un artiste. Et donc le jury de ces salons, c'était alors l'académie de peinture et puis ensuite l'académie des beaux-arts. Donc évidemment, si tu voulais plaire au jury, fallait quand même être un petit peu dans le goût, dans les tendances de l'époque, ou du moins de ce qu'on va appeler un goût académique, même si voilà, c'est un terme qui fait encore débat, mais bon bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon là je vais te faire une vidéo sur le salon et c'est pas le but. Et voilà, et puis il va y avoir différents scandales, différents bouleversements qui vont faire que ensuite le salon n'existera plus. Mais donc ce qu'il fallait savoir, c'est qu'il y avait vraiment énormément d'œuvres. Et que fallait aussi être bien placé pour se faire remarquer par les visiteurs. Et puis vers le 19e siècle, en fait, ça sera quelque chose qui sera aussi ouvert à ce qu'on appelle aujourd'hui le grand public. Et du coup, en fait, va avoir des divergences vers la fin entre l'opinion publique, qui apparaît du coup au 19e siècle, et l'opinion des académiciens. Donc bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'était vraiment hyper important et que quand tu fais des études en histoire de l'art, on étudie en long et en large le salon parce que c'est vraiment crucial pour comprendre certains enjeux d'époque et puis pour comprendre aussi le goût et ensuite les goûts de certaines époques. Voilà, donc j'espère que ça t'a un petit peu plus éclairé si tu connaissais pas du tout ce qu'était un salon. Après, au niveau du cheminement dans l'exposition et le développement, bon, c'était intéressant, ça montrait bien différentes facettes, etc. de Tissot, mais voilà, je suis pas très emballée en fait. Et la deuxième expo que j'ai fait, qui évidemment j'ai fait ça un dimanche après-midi, pire idée au monde, ne fais jamais ça, ne fais jamais ça. Vraiment, sauf si tu veux prendre un bain de foule, vas-y, mais sinon non. Je suis allée voir l'exposition, je ne sais même plus comment ça s'appelle, tellement ça... Malheureusement ça m'a pas laissé de souvenir, les œuvres... En fait j'ai jamais de problème avec les œuvres, genre je suis toujours très contente de les voir, mais c'est vraiment le autour qui me saoule. Où en gros, de ce que j'ai retenu, c'était une exposition qui réunissait des œuvres autour du motif du mont Fuji, qui est donc un mont quand même historique au Japon. Donc c'est Fuji, pays de neige, et tu peux encore aller la voir jusqu'au 12 octobre, et de voir comment le motif est transcrit par différents artistes japonais, etc. Le seul souci, encore une fois, c'était la circulation, ça m'a gonflé parce que il y avait beaucoup trop de monde. En fait le souci c'est que Guimet est en travaux, du coup l'espace d'exposition était un peu amputé et on se retrouvait dans des salles très sinueuses et étroites pour le nombre de personnes qu'il y avait au sein de l'exposition. Donc du coup c'était vraiment pas agréable à faire, encore une fois. C'était pire qu'à Orsay, genre là vraiment je suis allée encore plus vite parce que ça m'a trop angoissée, j'étais pas bien et juste, enfin, je trouvais aussi qu'il manquait un peu d'informations, c'est-à-dire qu'il y avait il y a les grands cartels de présentation de chaque étape, on va dire, de l'exposition, mais après sur les plus petits cartels, je trouvais que voilà, il manquait d'infos. Ça peut être intéressant à voir pour voir les différents traitements du mont Fuji,
etc. en fonction de chaque artiste, mais je t'avoue que voilà, pareil, encore une fois, ça m'a pas transcendé. Après, je pense pas que ça soit la faute de ces expositions précisément, c'est juste un tout en ce moment qui font que moi et les expositions, ça va pas en ce moment. J'adore faire des expositions, etc. J'adore découvrir de nouvelles choses, mais là, en ce moment, ça fait quand même depuis un moment, même avant la pandémie, que j'avais cette réflexion des expositions qui m'apportaient pas grand chose finalement, à part, et c'est déjà quelque chose de très très bien, hein, à part voir de magnifiques œuvres. Je sais pas non plus ce que je cherche, tu vois, enfin, je suis un peu perdue sur la question des expositions, je pense que t'as compris, avec mon blabla qui part dans tous les sens. Mais voilà, j'essaye quand même d'aller en expo, d'aller me faire mes propres idées, et d'y aller quoi. Après c'est sûr que là je te fais pas une bonne pub, mais ouais, là je sais pas, je suis un peu blasée niveau expo, et je peux pas vraiment... Et aussi c'est compliqué de déterminer, parce que, enfin, comment dire, mon avis il est relié forcément à mes ressentis que j'ai sur le moment, et souvent quand tu fais une critique d'une expo, etc., c'est souvent lié à l'expérience que tu as eue au sein de l'expo. Donc voilà, si t'es malade quand tu vas faire l'expo, bon forcément voilà, tu seras pas dans la meilleure des humeurs pour faire une critique sur l'expo, mais du coup, c'est sûr que là je te dis bon, pas de ouf, mais je sais très bien, tu vois, c'est des expos qui peuvent totalement plaire à d'autres personnes, mais c'est juste que moi en ce moment, avec mon avis du moment sur les expos en général, ça m'a pas nécessairement plu plus que ça. Voilà, globalement c'est ce que je peux t'en dire. Bon, on va passer sur un truc un peu plus joyeux quand même, parce que là c'est un peu la dépression des expositions. Mais du coup j'ai regardé pas mal de choses, notamment au début du mois. Tu n'es pas sans savoir si tu regardes les master vlogs, etc., que au début du mois j'ai dû passer ma soutenance, et que forcément qui dit passer sa soutenance dit gros stress, et que bah du coup je suis allée me réfugier dans des séries et des films doudou. Donc globalement on va faire un petit listing de ce que je regarde quand je suis stressée, et que je regarde peut-être une fois par an quand je suis dans une humeur moyennement sereine. Tu vas avoir la saga Harry Potter, ça on l'aura compris au bout d'un moment, donc forcément ce mois-ci je l'ai vu, je vais pas revenir dessus, t'as compris quoi. Il y a les films de Tim Burton que je regarde, tout ce qui est Disney, DreamWorks, hein, voilà, pas besoin de plus. Il y a les films de Jacques Demy aussi que je regarde beaucoup, et les films du studio Ghibli, si on prononce à la française. Donc voilà. Mais parmi tout ça, il y a... je vais te détailler un peu ce que j'ai vu, hein. Il y a d'autres choses. Donc par exemple, au niveau des films, pour rentrer plus en détail, hier soir par exemple, j'ai regardé Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, et évidemment j'ai des notes à côté parce que tu sais que j'ai un talent magnifique pour faire de très mauvais speech de films. Et du coup bref, c'est un film, si tu ne le connais pas, qui reprend la légende d'un barbier tueur à Londres. Et alors, ce film, si tu n'aimes pas quand ça chante dans un film, ne le regarde pas parce que ça chante beaucoup. Mais moi c'est un film que voilà, j'aime beaucoup, et puis en automne c'est un bon film à regarder, hein. Il peut avoir des scènes un peu gore, mais c'est... comment dire... Moi maintenant ça me fait plus grand... Enfin c'est moi qui dis ça, mais je suis pas très sensible aux scènes gore, mais... Quand tu regardes maintenant ce genre de scène, ça fait très théâtral, caricatural, mais ça peut être impressionnant pour certains. Donc je préfère prévenir, bah voilà, un barbier qui tue, voilà, il fait pas trop dans la dentelle quoi. Donc voilà, si t'es sensible à la vue du sang, etc., c'est pas forcément le top non plus, mais moi j'aime beaucoup ce film. Leur synopsis, il est gros quand même. Donc, après avoir croupi pendant 15 ans dans une prison australienne, Benjamin Barker s'évade et regagne Londres avec une seule idée en tête, se venger de l'infâme juge Turpin qui le condamna pour lui Bon, en gros, le juge il lui a volé sa femme Lucie et son bébé Johanna,
Et donc Benjamin Barker est revenu à Londres sous un nouveau nom qui est Sweeney Todd, le titre du film, et ce qu'il veut absolument faire, c'est du coup se venger de ce juge, potentiellement récupérer sa fille, et il va faire la rencontre de Miss Lovett qui va l'aider à réaliser son projet qui est globalement de tuer le juge. Il y a d'autres choses qui sont abordées, mais le synopsis il est méga long et il te spoil tout, même si bon, il n'y a pas des spoils incroyables à faire sur ce film. Mais du coup voilà, ça raconte cette histoire, je trouve que ça colle très très bien à l'automne comme film. Moi je te conseille, c'est un de mes films doudou, donc voilà. C'est un peu gore comme film doudou quand même, enfin c'est un peu sombre, mais voilà. Ensuite, j'ai regardé, continuons, hein. Charlie et la chocolaterie, je suppose que tu connais, est-ce que j'ai besoin de détailler? Je ne pense pas, sinon je te laisserai aller voir un résumé, mais comme c'est hyper connu, bon voilà. C'est un film que quand j'étais petite, je regardais en boucle, et en boucle, encore une fois, si tu n'aimes pas les musiques dans les films, enfin les musiques, les chansons, genre les films un peu comédie musicale, ne regarde pas. Parce que ça chante beaucoup, mais vraiment, je me souviendrai toujours du jardin. Oui, c'est ça, oui, c'était un jardin. Du jardin de la chocolaterie. Quand j'étais petite, c'était mais j'avais tellement envie d'aller là-bas et de tout bouffer. Bref, du coup, encore une fois, très bon film pour moi. C'est voilà, film doudou, donc je suis pas objective sur ce genre de choses et j'ai pas grand chose à dire parce que tu sais, parfois quand tu aimes quelque chose, tu n'arrives pas à le critiquer et à donner, enfin, et à faire une critique intéressante et développée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Toujours dans les films doudou, nous avons Orgueil et Préjugés. Vraiment, ce film, c'est une fois par an, je pense. Je dois le regarder à peu près une fois par an. Je suis sûre en plus d'en avoir parlé dans un ancien bilan culturel, c'est obligé vu que je le regarde chaque année. Donc Orgueil et Préjugés à la base, c'est un livre de Jane Austen. Et je vais te chercher le synopsis tout de suite. La campagne anglaise à la fin du XVIIIe siècle, Mrs. Bennet et son mari sont ravis d'apprendre qu'un jeune homme fortuné et célibataire vient de s'installer dans le manoir voisin. Je ne sais pas lire en plus, c'est super. Désargentés, les Bennet se font fort de marier l'une de leurs 5 filles au nouvel arrivant. Ce dernier ne tarde pas à s'éprendre de la belle Jane, l'aînée de la famille, lors d'un bal de campagne. Mais en vrai, ce synopsis, il est pas super parce qu'en vrai, l'intrigue, alors oui, le fil conducteur qui fait avancer l'histoire, effectivement, c'est de savoir si Jane va réussir à finir avec ce jeune homme, mais on est surtout focus sur Mr. Darcy, sur Monsieur Darcy et Elizabeth, qui au départ n'étaient pas vraiment faits l'un pour l'autre, mais au fur et à mesure du film, ils vont apprendre à se connaître et du coup à mettre leur orgueil et leurs préjugés de côté. D'où le titre du film et du livre. Donc ouais, c'est un film de romance quoi. Moi j'aime bien, en plus c'est un film de romance historique, donc sur ce genre de film je suis très bon public. Donc forcément un film comme celui-là, c'est sûr que ça va me plaire. Bon, ça fait quand même plusieurs années maintenant que je le vois chaque année. Est-ce que je m'en lasse? Absolument pas. Mais du coup voilà. Ensuite, j'ai regardé d'autres films. Alors ça, c'est des films que mon frère m'a montré, donc je t'avoue qu'au premier abord, je serais pas allée les voir de moi-même. C'est vraiment une caricature du film d'action, c'est Demolition Man, donc ça explose de partout, etc. Et en gros, c'est dans un monde... Allez, on va rechercher Demolition Man. On va rechercher un synopsis. En 2032, à San Angeles, une mégalopole californienne où toute violence a été éradiquée, Simon Phoenix, un tueur psychopathe condamné à une longue peine d'hibernation et de rééducation, profite d'une visite médicale pour s'évader. Seul recours pour le neutraliser, réanimer son ennemi de toujours,
John Spartan, un policier surnommé Demolition Man, cryogénisé à titre de punition pour homicide par imprudence en 1996. Voilà. Et donc le héros c'est Stallone, donc voilà, on est dans un bon film de bagarre, très cliché. C'était quand même divertissant, même si vers la fin c'était un peu long avec mon frère. Enfin déjà c'est mon frère qui m'a forcé à voir ça, mais c'était quand même divertissant, même si la fin c'était un petit peu long et relou. Ensuite il m'avait voir Crimson Tide, et en français c'est USS Alabama. Pareil, un film des années 90, je sais pas, petit résumé, ça se passe dans un sous-marin. Celui-là par contre je l'ai beaucoup plus apprécié, il était pas mal, et bon après il y avait comment dire, des scènes très clichés patriotiques, mais bon ça va avec l'univers. Donc le synopsis, une bande de nationalistes russes s'empare d'une base de lancement de missiles nucléaires stratégiques et menace le reste du monde. L'USS Alabama, le sous-marin nucléaire le plus puissant des États-Unis, reçoit l'ordre de partir vers les côtes russes. Et donc forcément ça va être un huis clos dans un sous-marin, là ça va être un huis clos sur les prises de décision. Par exemple les prises de décision quand on doit envoyer une torpille sur un sous-marin qu'on vient de croiser, mais qu'on sait pas si c'est un ennemi ou non, c'est assez anxiogène, ça peut être assez anxiogène, voilà, ça joue sur les suspens, ce genre de choses. Il était pas mal, franchement, j'ai quand même passé un bon moment à regarder ce film, donc ma foi, si ce genre de sujet t'intéresse, pourquoi pas. Petite pause avant de continuer avec les séries, mais j'ai oublié de te parler d'un autre film que j'ai vu, qui est Enola Holmes, qui va raconter une des aventures de la petite sœur de Mycroft et Sherlock Holmes. Pendant que ses frères étaient partis de la maison et menaient leur vie, elle a été élevée par sa mère dans une maison à la campagne, et du coup toute sa vie elle était un peu dans cette bulle et elle a jamais vraiment découvert la ville, etc. Et un jour il y a sa mère qui va disparaître, et elle va donc partir à sa recherche et traverser différentes aventures, un peu voilà comme une aventure de Sherlock Holmes, mais cette fois avec la petite sœur, afin de percer le mystère de la disparition de sa mère. Et en fait c'est un peu plus que ça, parce que tu vas avoir des messages féministes, mais c'est un film vraiment très cute, très mignonnet, très good vibes, c'est assez drôle. Le personnage d'Enola brise très souvent le quatrième mur et s'adresse directement à toi, ce qui apporte un peu beaucoup de dynamisme au film, etc. C'est funky comme film, c'est très good vibes à voir. Et donc en plus voilà, ces messages féministes, c'est aussi un petit peu l'étape où Enola passe de l'enfance à l'âge adulte, puisque voilà, elle va découvrir Londres et devenir un petit peu moins naïve sur le monde, etc. Donc voilà, c'est un film que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est très feel good, et ça se regarde vraiment très bien, c'est très divertissant, donc voilà, je te conseille ce film. Ensuite, du coup c'est tout pour les films, et c'est au niveau des séries. Alors voilà, une série doudou, par exemple il y a du Gossip Girl, les trucs très clichés, et là c'était Skins, qui suit en fait la vie d'ados de banlieue en Angleterre, et donc évidemment ça va soulever différents sujets que tu traverses à l'adolescence et les différentes expériences que tu peux y traverser. Bon, ils ont quand même une adolescence très tourmentée, hein, mais voilà, c'est une série que je regardais quand j'étais plus jeune et que je regarde aussi quand je suis dans des périodes de stress. Ensuite, j'ai regardé d'autres séries, notamment une en fait. J'ai regardé une autre série qui est nouvelle, qui s'appelle Ratched, qui est une série de Ryan Murphy. Si tu connais pas Ryan Murphy, c'est celui qui réalise American Horror Story, et je suis une grosse fan d'American Horror Story, donc quand j'ai vu qu'il allait faire une autre série que American Horror Story, je me suis dit il faut que j'aille voir ça.
et c'était vraiment pas mal. Par contre, tout de suite, première chose que je te dis, c'est si tu aimes pas... comment te dire, si tu aimes pas nécessairement voir des choses un petit peu gore, du sang encore une fois, ce genre de choses, c'est pas le feu, parce qu'il y a des scènes qui peuvent te rebuter. Ça m'a quand même rebuté, il faut quand même y aller pour me rebuter. Donc en fait je suis en train de penser à une scène précise qui implique des yeux, voilà, donc si t'es pas très fan de ce genre de choses, peut-être que c'est pas trop une série pour toi, si tu connais aussi un petit peu l'univers de Ryan Murphy. Voilà, c'est peut-être pas fait pour toi. Et synopsis, le retour avec l'ordinateur, évidemment. Déjà la série, elle est basée sur un livre et du coup ça raconte... Alors, en 1947, l'infirmière Mildred Ratchet arrive à Lucia en Californie du Nord. Ancienne infirmière de guerre, Mildred souhaite rejoindre l'équipe de l'hôpital psychiatrique du docteur Richard Hanover, voilà. Au premier abord, elle semble être froide, mais tout à fait normale. En réalité, elle cache des secrets, une face très sombre, ainsi qu'un lien avec Helmut Torrenson, un homme arrêté pour avoir violemment assassiné un groupe de prêtres. Arrivée à l'hôpital, elle va être témoin de pratiques proches de la torture, comme la lobotomie. Sa rencontre avec Gwendolyn Briggs, la responsable de campagne du gouvernement de Californie, va également bouleverser sa vie. La série explore alors ce qui va la conduire aux événements de vol au-dessus d'un nid de coucou, donc ça c'est le livre, qui vont faire d'elle l'un des monstres les plus célèbres de la littérature et du cinéma. Donc voilà, tu comprends déjà avec le synopsis que bon voilà, c'est pas le fun. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais celle qui joue l'infirmière, c'est Sarah Paulson. Et si tu connais pas American Horror Story, tu peux pas comprendre mon enjaillement. J'adore cette actrice, elle est vraiment super. Et du coup, c'est avec grand plaisir qu'on la retrouve dans cette série. Donc voilà, donc on est quand même dans un donc tu l'auras compris, on est quand même dans un contexte de post-seconde guerre mondiale, donc c'est pas le fun, c'est aussi le contexte des développements, de progrès dans la psychiatrie, etc. Et ça va aborder plein de sujets en plus de ce que je viens, en plus de voilà de l'intrigue de la série en général, notamment voilà, va avoir des messages un peu féministes, ça va parler d'orientation sexuelle aussi, ce genre de choses. Ça va parler de plein de choses. D'ailleurs, si tu es sensible à la maltraitance d'enfants et à des violences sexuelles, c'est peut-être pas non plus une très bonne série pour toi si c'est des sujets qui te triggerent, parce que il y a des moments où on te raconte l'histoire de certains personnages et c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément très fun. Et si voilà, c'est des sujets qui te triggerent, c'est peut-être pas la meilleure série pour toi. Mais moi j'ai beaucoup aimé, surtout tout l'esthétisme qu'il y a dans la série, que ce soit au niveau des costumes, des décors, de la colorimétrie. Toute ma vie je parle de colorimétrie, mais vraiment c'est hyper plaisant pour les yeux. Et c'est super bien fait, tu t'ennuies pas, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il me semble qu'il y en a 8 et vraiment j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série ce mois-ci et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça, moi je te le conseille à fond. Ensuite, niveau série, je crois que c'est tout pour ce mois-ci. Ensuite, évidemment comme d'habitude, j'ai regardé des documentaires Arte, donc j'ai regardé un documentaire sur The Kinks qui était un groupe de rock, donc globalement c'est un documentaire qui va parler de ça, donc assez intéressant, même si c'est vrai que j'en ai jamais mis dans la playlist musique qu'il y a sur ma chaîne. Je te mets généralement ce que j'écoute dans le mois, mais ce qu'il faut savoir c'est que fut un temps, mais même si j'en écoute toujours, j'ai une base en rock et en hard rock. Ça c'était l'adolescence qui est arrivée et du coup il y a beaucoup de classiques du rock et du hard rock que j'écoutais quand j'étais plus jeune et qui font partie de ma base musicale, même si je les ai jamais mis dans la playlist, je viens de m'en rendre compte. Mais là par exemple tu vois, en ce moment j'écoute que ça, je mettrai à jour avec ce que j'écoute en ce moment.
Et donc forcément voilà, voir un documentaire sur ce groupe ça m'a intéressée. Moi ce genre de groupe, enfin les documentaires sur les groupes de rock généralement c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà, c'était très bien monté, très bien ficelé. Et voilà, je trouvais ça très intéressant d'écouter et de voir ce documentaire. Autre chose que j'ai regardé sur Arte, c'était une toute petite vidéo sur la lean. Donc si tu ne connais pas la lean, c'est une boisson très populaire, notamment dans le milieu du rap, qui est aujourd'hui considérée comme une drogue, qui est un mélange de boissons et de sirop pour la toux, si je me souviens bien, et qui a des effets psychotropes. Bref, et du coup, enfin je sais pas, ça m'a intéressée de regarder cette petite vidéo qui parlait du coup des origines de cette boisson, qui n'est pas originaire du milieu du rap à la base de la base, et qui t'explique aussi sa répercussion sur la musique. Donc voilà, moi je trouve ça très intéressant. En plus de ça, c'est un format de vidéo qui est assez court, donc ça se regarde très bien et très vite. On va parler podcast parce que j'en ai découvert un il y a pas longtemps et très contente parce que c'est le nouveau c'est le nouveau podcast de SML. J'en avais déjà parlé pour le podcast À bientôt de te revoir et là elle a sorti un nouveau podcast qui s'appelle, je vais te le dire tout de suite parce que je ne retiens jamais les noms comme d'habitude en plus de faire des synopsis pourris, qui s'appelle On est chez nous et donc je vais te lire tout de suite la description qui est donnée, hein, comme ça ça sera ses mots et pas les miens, et donc ça sera forcément mieux. Donc, on est chez nous parce que c'est ça la France, madame. SML parcourt le pays et s'interroge avec celles et ceux qu'elle rencontre sur ce que cela veut dire aujourd'hui d'être française. Donc en fait chaque épisode va être dédié à une personne ou même à une famille parfois. Genre le premier épisode il y a 2 personnes qui interviennent. Et ça va te parler de divers sujets et ça va te parler en fait de ces personnes qui sont françaises et de connaître un peu plus leur vécu, leur expérience, leur façon de penser, etc. Même si c'est pas forcément toujours en accord avec ce que toi tu peux penser. Et en plus de ça, tu as les petits commentaires de SML qui voilà, rajoutent ces petits commentaires personnels entre les moments d'interview et c'est hyper intéressant à écouter. C'est des formats quand même courts, de 15-20 minutes. Pour un podcast, c'est court. Enfin, du moins par rapport aux autres podcasts que j'écoute, c'est court. Et c'est vraiment hyper intéressant en fait d'écouter les autres, d'écouter leur vécu, d'écouter leur expérience, de les entendre partager leurs valeurs, etc. Même si c'est pas forcément en accord avec ce que toi tu penses, c'est toujours intéressant de s'enrichir d'autres points de vue. Donc ça je te le conseillerais vraiment, c'est super intéressant. Par exemple le premier c'est SML retourne là où elle a grandi, elle rencontre un couple charmant pour qui la famille passe avant tout. Le deuxième, souvent les personnes âgées ne veulent rien raconter ou parlent en énigmes, mais dans cet épisode SML perce les mystères de mamie. Et le nouveau que je vais aller écouter après avoir filmé ce bilan culturel, c'est SML se rend à une soirée et fait la rencontre d'un commercial charismatique et sans permis, mais cet homme n'est pas celui qu'on croit. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment hyper intéressant comme podcast et du coup voilà. Donc ça je te le conseille vraiment. Et du coup bah c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci, enfin c'est quand même pas trop mal quand même, il y a de la matière. Donc voilà, d'ailleurs si t'as de la bibliographie, des livres ou des articles qui parlent voilà du coup des expositions et des enjeux d'exposition, je veux bien que tu me les donnes, vu que je me pose beaucoup de questions là-dessus en ce moment. Et voilà, du coup bah ça sera tout pour ce bilan culturel. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!